Au bout du suspense, une qualification au bout de la nuit, et autant vous le dire, je suis pas content du tout de la prestation du Real Madrid ce soir. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koundé des Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real, et donc vous l'aurez compris de cette qualification pour les quarts de finale de la Champions League, après une victoire au tir au but face à l'Atleti. Vamos! Donc vous l'aurez compris les gars, le Real Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League, une fois de plus après une victoire au bout de la nuit au tir au but face aux Colchoneros de Cholo Simeone. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, Los Chavales, j'ai essayé un nouveau contenu où vous pouvez voir aussi la composition d'équipe du Real Madrid pour ce match-là face à l'Atlético. On a vu qu'il y avait Thibaut Courtois dans les buts, Fede Valverde qui était de nouveau aligné arrière droit, une défense centrale qu'on connaît très bien maintenant, c'est Raúl Asensio accompagné d'Antonio Rudiger. On avait Ferland Mendy en tant que latéral gauche, un milieu de terrain avec un double pivot, Luka Modric et Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham à la pointe haute de ce triangle plus en numéro 10 et on retrouvait justement les trois de devant avec Vinicius Junior un peu plus à gauche, Kylian Mbappé en numéro 9 et Rodrigo Goes excentré droit. Et comme je le disais, moi je suis pas content du tout parce que si on en arrive justement à cette séance de tir au but, c'est parce que le Real Madrid a perdu cette deuxième confrontation face à l'Atlético de Madrid, une défaite 1-0. Et déjà, ce qui m'agace fortement, c'est qu'on prend un but dès les premières minutes, alors qu'on en avait parlé notamment en avant-match. Dans ce genre de match retour où tu as un but d'avance, il ne faut pas encaisser dès les premières minutes. C'est exactement ce que les Colchoneros ont réussi à faire par l'intermédiaire de Conor Gallagher. Et voilà, on est mené 1-0. On donne confiance justement à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Un Real Madrid d'ailleurs qui était fébrile défensivement. On sentait justement qu'on avait une possession de balle qui était assez stérile. On n'arrivait pas du tout à inquiéter cette équipe de l'Atlético de Madrid. On n'arrivait pas justement à se mettre en position de frappe. Des phases de jeu qui étaient beaucoup trop scolaires. C'était trop facile à anticiper pour la défense de l'Atleti. Et en plus de ça, en contre-attaque, ils étaient beaucoup plus tranchants. On l'a vu notamment aussi au niveau des statistiques, puisque l'Atlético de Madrid a tiré beaucoup plus de fois que le Real Madrid. Il y avait beaucoup plus de pressing à haute intensité fait par les hommes de Cholo Simeone, beaucoup plus de kilomètres parcourus. Bref, le Real Madrid s'est fait laminer, les gars. Laminer. Alors vraiment, je vous le dis, j'étais vraiment pas content du tout. Et on avait cette sensation justement que si les Colchoneros se qualifiaient, eh bien c'était totalement mérité. Maintenant, c'est vrai que ce Real Madrid, on les connaît. Pour ma part, c'est vrai que j'ai cette habitude justement de les voir jouer par moment dans ce genre de match de Ligue des Champions, que même si par moment ils n'arrivent pas à se montrer dangereux, ils peuvent quand même obtenir cette qualification. C'est allé justement jusqu'au bout de la nuit, ça a été au tir au but, et voilà, c'est la manière, moi, pour ma part, qui m'a dérangé, je m'en satisfais pas du tout. Alors si vous, derrière, si vous vous en satisfaisez, je pense que c'est très très bien, mais pour ma part, ce n'est pas le cas du tout. Donc voilà, comme je disais, un Real Madrid qui s'est nettement fait bouger par cette équipe de l'Atlético. Il y avait aussi un problème dans la composition de départ de Carlo Ancelotti. C'était un problème déjà qu'on avait vu face au Rayo Vallecano. C'était l'association en double pivot de Tchouaméni et de Modric, épaulé par Jude Bellingham à la pointe haute du triangle. Voilà, on sentait qu'il y avait un manque de complémentarité entre Tchouaméni et entre Modric, et on se faisait manger par Rodrigo de Paul, par Barrios et évidemment par Antoine Griezmann qui par moments distillait de très bons ballons, et on arrivait facilement aussi à trouver Julián Álvarez qui se projetait très très vite vers l'avant et qui arrivait à enchaîner rapidement par des frappes. Donc voilà, c'était un Real Madrid voilà, un peu méconnaissable, qui était facilement mis en danger par cette très bonne équipe de l'Atlético parce qu'ils ont fait un match quasiment complet sur ce huitième de finale retour. Donc là-dessus, on était plutôt en danger. Et en toute honnêteté, les gars, mais vraiment en toute honnêteté, sur la première mi-temps, tout simplement, du Real Madrid, j'ai pas grand chose à dire tellement les Madrilènes sont passés à côté. Alors c'est vrai que par moments, il y avait des choses qui ont essayé d'être tentées, notamment du côté droit, du côté de Rodrigo Goes, justement, qui a essayé justement d'être intéressant. C'est celui-là pour moi qui a essayé le plus dans ce match-là. Malheureusement, on n'aura pas réussi à trouver cette faille. Un Vinicius Junior qui est passé complètement à côté. On y viendra d'ailleurs sur cette deuxième mi-temps, tant il s'est passé peu de choses sur la première. Donc, comme je disais, on a vu un Rodrigo Goes qui essayait, qui tentait justement. On a eu des phases aussi de coups de pied arrêtés sur corner, et ça aussi, c'est un vrai problème pour le Real Madrid. J'en parle aussi depuis plusieurs matchs. J'en ai parlé d'ailleurs dans quelques vidéos où le Real Madrid n'est tout simplement pas dangereux sur coups de pied arrêtés. On a des joueurs quand même qui sont assez imposants avec Tchouaméni, avec Antonio Rudiger, avec Raúl Asensio maintenant. Et non, on n'arrive toujours pas à marquer de but de la tête. Donc dès qu'il y a une face sur coup de pied arrêté, on sait déjà qu'il n'y aura pas forcément de but pour le Real Madrid tant on n'arrive pas à être efficace dans ce domaine-là. On n'arrive tout simplement pas à être menaçant.
Pareil aussi avec les trois types d'attaquants que nous avons, des attaquants qui vont très très vite, qui sont aussi techniques, mais voilà, qui ne sont pas très à l'aise dans le duel aérien. Et là, l'Atlético de Madrid, d'ailleurs, s'en est très très bien servi puisqu'ils arrivaient à nous faire jouer sur les côtés. Et derrière, bah, vous connaissez l'Atlético de Madrid, c'est très très solide défensivement, c'est très très solide dans les duels aériens. On nous faisait aller justement sur les côtés et derrière, bah, c'était centrer les mecs. Centrer, nous voilà, on gère. On sait que vous n'avez pas de joueur de tête devant pour marquer, donc centrer. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé puisque le Real Madrid ne tentait pas forcément de centre, du moins de centre en l'air. On essayait plus de trouver des centres à ras de terre, mais c'était évidemment très très compliqué puisque c'était une défense de l'Atlético de Madrid qu'on connaît très bien et qui, une fois de plus, était très efficace dans ce domaine-là. Donc voilà, une première mi-temps négative, complètement oubliée, tant on s'est fait bouffer par cette équipe de l'Atlético de Madrid. Donc pour le coup, vraiment très très agacé. De là à être paniqué, non, on était plutôt, enfin, j'étais plutôt pour ma part assez serein parce que je sais qu'à ce moment-là, il n'y avait que 1-0, tout est encore possible dans ce type de match-là, sachant que l'Atlético commençait aussi à fatiguer. De ce côté-là, il n'y avait pas forcément de panique. Mais voilà, très très frustré, très très en colère par rapport à la prestation du Real Madrid dans l'ensemble et surtout de cette première mi-temps qui est complètement oubliée. Donc à la suite de ça, on se retrouve en deuxième mi-temps. Évidemment, c'est un Atlético de Madrid qui essaye toujours d'attaquer, mais qui baisse d'intensité, qui baisse d'un pied par rapport à cette première mi-temps, ce qui est normal vu que les colchoneros ont beaucoup donné dans cette première mi-temps. Donc voilà, on sent qu'il y a un Real Madrid qui maîtrise un peu plus le ballon, mais toujours une possession stérile, qui a justement du mal à attaquer. Et derrière, voilà, on sent aussi un Atlético de Madrid qui reste toujours aussi entreprenant, un Real Madrid, voilà, qui a toujours du mal. On ne sent pas forcément les joueurs concernés, on les sent même par moments désunis. On a vu aussi les altercations entre Jude Bellingham et entre Vinicius Junior, soi-disant parce que peut-être que Vinicius Junior ne lâche pas le ballon assez vite. D'ailleurs, ça aussi, il faut en revenir parce que Vinicius Junior, il y avait plusieurs fois où il pouvait trouver Kylian Mbappé. Autant, par moment, on disait que c'est Kylian Mbappé aussi qui ne donnait pas forcément le ballon à Vinicius Junior. Là, pour le coup, c'était l'inverse. Je dis pas forcément qu'il y a un problème entre les deux, mais je pense que par moment, il pourrait se trouver beaucoup plus vite ou avoir plus d'échanges de passes entre les deux. Là, ça n'a pas été le cas du tout. Vinicius Junior était plus dans les dribbles, alors que je pense qu'il devait peut-être davantage jouer collectivement. Et derrière, voilà, il y a un moment où il fait une erreur, il défend peut-être pas. On sent tout de suite un Jude Bellingham qui est aussi agacé, voilà, qui lui hurle dessus carrément. Vinicius Junior qui le regarde même pas. On sent qu'il y a peut-être par moment des problèmes d'ego dans le sens où ça fait pas forcément les efforts les uns pour les autres. Ça, on l'a senti de toute façon dans le match. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez certainement vu dans mon sommaire où je parlais justement de désunion par moment dans cette équipe du Real Madrid. Tout en sachant que Jude Bellingham aussi, on le sait, Jude Bellingham, c'est un joueur fantastique. Il donne corps et âme pour cette équipe du Real Madrid. Ça défend, ça attaque, ça essaye de remotiver ses partenaires. On l'a notamment vu sur le penalty manqué de Vinicius Junior. On y reviendra juste après. Mais par moment, Jude Bellingham, voilà, il y a peut-être des comportements, peut-être des paroles déplacées, des gestuelles mauvaises envers ses partenaires. Je pense à un moment, à cette première mi-temps où il y a un ballon par-dessus la défense de l'Atleti. Ça se gêne avec Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni lui dit oui, mais parle-moi. Et on voit d'ailleurs des paroles de Jude Bellingham. Je pense pas que c'était des paroles très très gentilles. Ça me dérange. Ça me dérange parce qu'on est dans un moment difficile. Si tout de suite on fait preuve de désunion, les gars, au bout d'un moment, ça passera pas. Alors c'est vrai que derrière, comme je le disais dans une vidéo sur TikTok, il y a cette magie du Real Madrid qui fait justement qu'il s'en sort constamment. Là, on en est qu'au huitième de finale. Il y a un tour de plus par rapport aux éditions précédentes, je vous le rappelle, puisqu'on était en play-off le tour d'avant. Là, c'est que le huitième, il y a encore les quarts de finale. Pas faire preuve de désunion, rester vraiment unis parce que ça n'a pas vraiment été le cas sur certains actes sur ce match-là. Sur cela, vraiment un petit rappel à l'ordre pour Jude Bellingham parce que vraiment, je l'ai vu notamment sur certains matchs, déjà au match de championnat, donc sur le match retour face à l'Atlético, où il y avait des paroles notamment vers les arbitres qui m'ont pas plu du tout. Là encore avec Tchouaméni, ça me plaît moyen. Si on rajoute Vinicius Junior, là ça commence déjà à agacer. Donc non, vraiment il faut vraiment s'arrêter là-dessus parce que je sens que c'est un Real Madrid qui se déconcentre facilement. Et c'est là où je disais qu'il y avait peut-être une différence aussi avec la génération d'avant, parce que sur la génération d'avant, avec les Cristiano Ronaldo, avec les Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos et j'en passe, il y avait beaucoup plus de sérénité, même dans des moments de tension, ça restait très très calme, ce qui leur permettait justement de retourner des situations et aussi d'avoir gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Là, c'est vrai que si le Real Madrid a des joueurs beaucoup trop nerveux et qu'on n'a pas forcément ce régulateur pour calmer les joueurs et pour pouvoir rester concentré sur les matchs, c'est vrai que ça paraît très très compliqué aussi de pouvoir gagner une Ligue des Champions. Cela dit, on parle quand même du Real Madrid, donc à ce niveau-là, tout est possible.
Donc voilà pour cette petite parenthèse au niveau du comportement des joueurs qui m'agace. J'espère que Carlo Ancelotti va enfin régler ce problème-là parce qu'au bout d'un moment, on n'en pourra plus en tant que supporter madrilène. D'ailleurs, si par rapport à ça, ces comportements-là, que ça soit de Jude Bellingham ou de Vinicius Junior, vous dérangent également, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pareil aussi, si ça ne vous dérange pas plus que ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Après tout, on est là pour échanger et ça fait toujours plaisir d'avoir des avis différents. Donc voilà, en deuxième mi-temps, Real Madrid qui a un peu plus la maîtrise du ballon. Bon, comme en première mi-temps, mais on sent que c'est un Atlético de Madrid, comme je disais, qui baisse en intensité. Un Atlético de Madrid avec peut-être une crise de confiance qui se permet d'attaquer un peu plus, qui sort. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que je disais aussi par moments sur certaines vidéos, ou notamment après le match face à Manchester City, où je disais que la qualité première du Real Madrid, c'était justement les contre-attaques. Avec les joueurs qu'a le Real Madrid, le moindre espace laissé, un adversaire qui se découvre, alors là, en contre-attaque, ça va aller super vite. Et là, je n'ai pas menti puisque on a vu avec les images en preuve, cette contre-attaque qui part à 2000 à l'heure avec Kylian Mbappé, tout de suite, il joue le 1 contre 1 face à Clément Lenglet. Alors, je pense que Clément Lenglet défend peut-être un peu mal. Après, c'est vrai que l'action de Kylian Mbappé, ce double crochet, il va vers l'extérieur, il rentre tout de suite vers l'intérieur. Ça va tellement vite que le Français, justement, est pris. Tout de suite, penalty. Ça offre justement une occasion pour Vinicius Junior. Bon, là, on se dit, c'est pas très cher payé justement pour le Real Madrid qui ne méritait pas forcément de mener au score, qui méritait même d'être en ballottage défavorable, tant l'Atlético de Madrid avait mérité justement. Et voilà, on obtient un penalty, tout simplement un peu contre le cours du jeu. On se dit que ça va rentrer. Non, Vinicius Junior le rate. Malheureusement, voilà, ça arrive. Il n'en avait pas raté, je crois, jusque-là. On le sait, tous les grands joueurs le rate des pénaltys, ça arrive. Messi en a raté, Cristiano Ronaldo en a raté, Benzema en a raté. Tous les grands ont raté des pénaltys, ce sont des choses qui arrivent. J'en voulais pas forcément à Vinicius sur ce moment-là, tout en sachant qu'il n'était pas forcément dans son match, mais c'est à l'image du Vinicius Junior qu'on voit depuis plusieurs semaines, depuis quasiment l'après le match où il y avait la remontada face à Dortmund, où on le reconnaissait un peu moins. Là, ça s'est prouvé. Et là, juste après le penalty, on se dit bon, le gamin, il va peut-être avoir du mental, ça va peut-être revenir, ça va peut-être le remettre dedans. Non, on l'a complètement senti, ça a plongé, il n'arrivait plus du tout à déborder, il n'arrivait plus du tout à éliminer ses adversaires en 1 contre 1. Là, j'ai senti, ouais, on avait perdu Vinicius et je me suis dit, ouais, là, pour le coup, pour son match est quasiment peut-être terminé. Et d'ailleurs, je pense que ça s'est justifié puisqu'Ancelotti le fait sortir. C'est quasiment la seule occasion que le Real Madrid s'est créée. Et c'est vrai que c'est assez dommage, assez frustrant quand on voit l'équipe qu'on a. Malheureusement, on a dû aller justement au tir au but. On finira par s'imposer puisque dans les prolongations, il ne se sera pas passé grand-chose. Les joueurs étaient complètement cramés, ils n'en pouvaient plus et ça s'est vu. D'ailleurs, on le sentait pour ma part, dès que c'était les prolongations, je me suis dit oui, ça va aller au penalty. On en a déjà vu d'autres face aux hommes de Cholo Simeone. À partir de là, ça se règle au péno. Ça se joue évidemment sur quelques détails. Les 3 premiers pénaltys du Real Madrid ont été parfaitement bien tirés, je crois, ou je crois que c'était les 2. Je ne sais plus si Lucas Vazquez loupe le 3e ou le 4e. Les pénaltys du joueur du Real Madrid ont plutôt été bien tirés, même si Rudiger a de la réussite sur le dernier. Et c'est vrai que là, ça se joue à quelques détails, puisqu'on a de la réussite avec ce penalty où Julian Alvarez le manque tout simplement. Il tire 2 fois dans le ballon. Ce sont les règles de l'UEFA qui ont été justement appliquées. Et à partir de là, ça fait penalty manqué pour l'Atlético de Madrid et ça offre une opportunité pour le Real Madrid de se qualifier pour les quarts de finale, même si Lucas Vazquez aura raté le sien. Et il y a un penalty raté par un gamin, par un enfant de la maison, j'ai envie de dire, Marcos Llorente, puisqu'il a été formé au Real Madrid. Il a bien choisi son jour pour revêtir un maillot du Real Madrid entre guillemets, puisqu'il tire sur la barre. Je pense qu'il a essayé de tirer dans la lucarne parce que face à un gardien imposant comme Thibaut Courtois, ce n'est jamais évident. Il faut vraiment bien placer son tir, tirer assez fort. C'est un peu comme lors du 8e de finale entre le PSG et Liverpool ce mardi soir. Donc c'est dans le sens où Donnarumma aussi prend énormément de place. Si le penalty est peut-être bien tiré mais pas assez puissant, à tous les coups, le portier italien a des chances de l'avoir. C'est ce qui s'est passé dans le 8e de finale du PSG avec Thibaut Courtois, c'est à peu près la même chose. Généralement, si c'est pas très bien tiré, il peut l'avoir. Il avait failli d'ailleurs sortir le penalty d'Angel Correa. Donc là-dessus, Thibaut Courtois, j'ai pas grand-chose à dire sur le gardien de belge. Il est toujours à son niveau, très très régulier. Je pense que c'est un des joueurs les plus réguliers du Real Madrid avec Federico Valverde. Donc là-dessus, merci Thibaut Courtois parce que ça a été quasiment l'une des seules satisfactions du Real Madrid lors de ce 8e de finale retour.
En tout cas, les gars, je suis très peu satisfait de ce match-là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et je pense quasiment sur toute l'intégralité de cette vidéo que vous voyez actuellement. Je pense que je l'ai assez répété parce que il y avait pas mal d'incohérences dans cette équipe du Real Madrid lors de ce huitième de finale retour, et ça partait déjà de la défense. On l'a vu notamment au milieu de terrain. Alors peut-être que Carlo Ancelotti s'est trompé sur certains choix. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà vu que le double pivot avec Luka Modric et Tchouaméni n'était pas forcément une meilleure idée. Très bonne entrée aussi d'Eduardo Camavinga. Je voulais quand même faire une mention spéciale pour le milieu défensif français parce qu'on sait il avait passé aussi des moments difficiles. Le joueur s'est pas mal blessé durant cette saison. Il me semble que c'est 3 fois. Il était aussi critiqué notamment par la presse espagnole puisque ses performances n'étaient tout simplement pas au niveau. On lui avait d'ailleurs reproché cette erreur sur le but de Julián Álvarez lors du match aller. Il y a aussi des rumeurs de transfert qui sont liées à Eduardo Camavinga, des rumeurs qu'il enverrait à Manchester City. J'en ai même vu aussi qu'il enverrait au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est une période aussi qui n'est pas facile pour Eduardo Camavinga. Et là, sur ce match-là, sur sa rentrée face à l'Atlético de Madrid, il aura répondu présent parce qu'il a vraiment comblé les trous, notamment sur les pertes de balles un peu bêtes de ses coéquipiers du Real Madrid. Donc tout de suite, il arrivait à récupérer les ballons, il arrivait à éteindre l'incendie immédiatement parce que ça aurait pu être beaucoup plus chaud pour le Real Madrid. Donc très belle performance d'Eduardo Camavinga et on espère continuer à le voir à ce niveau-là, mais cette fois-ci en tant que titulaire parce que aussi des fois quand il rentre en jeu, c'est vrai que le français est très bon. Maintenant, on attend justement une continuité, une régularité lorsqu'il est titulaire. Ensuite, il y avait pas mal d'incohérences, comme je disais en début de vidéo, c'était notamment devant un Real Madrid qui n'a pas tiré beaucoup de fois. Moi, j'ai cette image notamment lors de cette première mi-temps où le Real Madrid était tellement impuissant que c'est Aurélien Tchouaméni qui tente une frappe sortie de nulle part, pied gauche, qui est complètement dévissée, qui sortira en sortie de but. Là, vous voyez clairement, ça a complètement détaillé cette première mi-temps du Real Madrid qui était passé à côté, notamment dans le jeu. Une possession de balle qui était stérile. Ça faisait seulement du droite-gauche comme une équipe de handball, mais on n'arrivait pas à perturber cette équipe de l'Atlético de Madrid. Et c'est là justement où je comprends pas parce que avec des joueurs comme on a, avec des Vinicius Junior, avec des Rodrigo Goes, avec Mbappé ou avec Jude Bellingham, tout simplement, il doit y avoir des combinaisons. On doit avoir des redoublements de passes, on doit avoir des 1-2, on doit tenter en fait. Et là, le Real Madrid n'a pas réussi alors que pourtant on a les joueurs pour le faire. Alors de qui vient la faute? Est-ce que c'est des joueurs ou est-ce que c'est de Carlo Ancelotti? Je pense pas que la faute revienne de Carlo Ancelotti parce que Carlo Ancelotti, c'est vrai qu'il peut avoir cette vision-là d'essayer de faire combiner les joueurs, mais après Carlo Ancelotti, comme il le disait souvent, il laisse justement une liberté aux joueurs du Real Madrid, en l'occurrence puisque c'est ses joueurs, il le faisait aussi avec les équipes qu'il avait précédemment. Donc comme vous le savez, Carlo Ancelotti laisse cette liberté à ses joueurs, cette créativité. Donc à partir de là, c'est aux joueurs de combiner, bien que derrière, il puisse évidemment donner des conseils à ses joueurs. Mais là, par moment, on a vu certaines séquences du Real Madrid où on avait Vinicius Junior qui était esselé à gauche, Kylian Mbappé tout seul dans l'axe au milieu de Jiménez et de l'Anglais, Rodrigo Goes complètement excentré à droite et Jude Bellingham voilà qui essayait un peu de se rapprocher, par moment qui était peut-être un peu trop loin puisqu'il était peut-être en train de renverser le jeu d'un côté alors que lui, il était déjà de l'autre. Donc voilà, tout simplement, c'est impossible de combiner. Et à partir de là, vous pouvez pas mettre en difficulté l'adversaire. Et qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous reposer sur des exploits individuels. Sauf que là, des exploits individuels, on était bien bloqué. Il n'y en a pas eu comme au match aller grâce à Brahim Diaz ou grâce à Rodrigo Goes. Parce que ce sera pas tout le temps comme ça. Et là, c'est sur ça qu'on se dit, le Real Madrid, depuis le début de la saison, voilà, dans le jeu, il n'y a pas forcément eu d'évolution. Et c'est vrai qu'on est vraiment très déçu parce qu'on était assez patient, je pense, lors du début de saison. Là, on en attend davantage. On a vu voilà ce qui n'allait pas, notamment offensivement. Je pense que là, ça s'est clairement vu aux yeux du monde entier qu'il y avait un problème offensivement, pas forcément d'équilibre, mais justement que les joueurs n'étaient pas assez proches pour pouvoir combiner parce qu'il fallait mettre tout simplement du mouvement. Quand vous mettez du mouvement, c'est beaucoup plus difficile pour la défense adverse d'intervenir. Là, on n'en a pas vu du tout. Et d'ailleurs, ça, vous pouvez le voir, les gars, avec d'anciennes attaques, anciens trios d'attaques qui ont marqué l'histoire du football. Vous pouvez le voir notamment avec la BBC du Real Madrid, composée de Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. On l'a vu, bien évidemment, avec la MSN du FC Barcelone, Messi, Neymar, Suarez, où ça combinait énormément, ça permutait, il y avait des 1-2. En plus de ça, on rajoutait aussi les exploits individuels. C'est des choses qui se voient
énormément. Pareil, on le voyait aussi, par exemple, avec le grand Arsenal, ça combinait énormément avec Thierry Henry et Dennis Bergkamp. On l'a vu aussi avec le Manchester United des grandes années d'Alex Ferguson, où ça combinait avec Rooney, Tevez, Cristiano Ronaldo. Enfin bref, il y a du mouvement. Par moments, on sentait que ces trios-là, il y avait de la proximité entre les trios d'attaque pour pouvoir combiner. Par moments, il faut élargir effectivement son placement, donc des joueurs qui sont bien placés, qui quadrillent bien le terrain, mais par moments, il faut aussi bien se rapprocher pour pouvoir combiner. Et ça, je trouve que depuis le début de la saison, ça manque trop au niveau du Real Madrid, tout en sachant que si, par exemple, vous prenez un Vinicius Junior qui veut faire son truc de son côté, un Kylian Mbappé qui veut faire aussi son action de son côté, bah, c'est compliqué, pas de combinaison, et derrière, bah, beaucoup moins dangereux, et ce qui fait que bah, quasiment aucun tir cadré, et surtout aucun tir qui a vraiment menacé l'Atlético de Madrid. Et pourtant, c'est vrai que le seul joueur qui essaie de combiner, c'est Rodrigo Goes. Malheureusement, il sera sorti beaucoup trop vite. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce match-là qui m'aura beaucoup déçu. Comme vous le savez, je suis pas content du tout. Maintenant, le Real Madrid a quand même réussi à assurer sa place en quart de finale. Ce qui est quand même incroyable et moi-même, bah, je suis choqué de le dire, c'est que ce Real Madrid, même si voilà, il n'est pas forcément performant, même s'il n'est pas convaincant, il a quand même cette possibilité finalement de gagner cette Champions League parce que même quand il est mis en danger, bah, il arrive quand même justement à trouver le moyen de se qualifier. Maintenant, c'est vrai qu'on n'aura pas marqué sur ce match retour. C'est vrai qu'on attend beaucoup mieux, qu'il faudra être beaucoup plus efficace lors des tours suivants. Et d'ailleurs, le tour suivant, ce sera contre une belle équipe. Ce sera Arsenal qui se sera notamment imposé 7-1 au match aller face au PSV Eindhoven. Ils ont fait 2-2 lors du match retour à l'Emirates, mais le match était déjà plié, la qualification était déjà assurée. Donc c'est une belle équipe d'Arsenal que rencontrera le Real Madrid. Ce sera la semaine du 8 avril pour le match aller, donc du côté de l'Emirates, et la semaine du 15 avril du côté du Santiago Bernabéu pour le match retour. C'est un match qui va être évidemment très difficile, sachant que je pense qu'Arsenal aura peut-être beaucoup plus d'arguments offensifs que l'Atlético de Madrid pour inquiéter cette équipe du Real Madrid et pour les éliminer tout simplement, tout en sachant qu'il me semble que l'équipe d'Arsenal pourra compter sur des retours de poids avec Bukayo Saka et avec Gabriel Martinelli. Je pense que pour Kai Havertz, je crois que c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est Arsenal qui pourra compter sur des retours de poids. On y viendra d'ailleurs sur une vidéo de débrief d'avant-match pour ce Arsenal-Real Madrid. Ce sera évidemment la semaine du 8 avril. Comme vous pouvez le voir, c'est un tableau final qui commence à se former. On a tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Champions League. On a le Paris Saint-Germain qui retrouvera Aston Villa. Un match d'ailleurs qui sera très très intéressant puisque si le Real Madrid a la chance d'éliminer Arsenal, il rencontrera soit le Paris Saint-Germain, soit Aston Villa en demi-finale. Et de l'autre côté, le FC Barcelone fera face au Borussia Dortmund en quart de finale, alors que le Bayern de Munich, et ça je pense que ce sera l'affiche la plus alléchante de ces quarts de finale, retrouvera l'Inter de Milan en quart de finale. Donc ça, c'est très très intéressant. On voit qu'il y a de la place. Chaque équipe a sa chance pour gagner la Champions League. Mais pour l'instant, peut-être un petit ballottage défavorable pour le Real Madrid si le Real Madrid ne montre pas mieux pour les quarts de finale parce que ce sera évidemment très très difficile face à cette équipe d'Arsenal. Eh bien voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Il ne faut pas oublier aussi que le plus important, c'est cette qualification pour les quarts de finale de la Champions League. Il y aura d'autres échéances qui viendront pour le Real Madrid, dont une très très compliquée avant la trêve internationale qui arrivera après les matchs de ce week-end. C'est un déplacement très périlleux du côté de la Ceramica face à Villarreal. Un match donc très très important puisque le Real Madrid est toujours en course pour la Liga. Un Real Madrid qui est à égalité de points avec le FC Barcelone, bien que le Barça a un match de retard, mais ils auront un match de championnat aussi ce week-end très très compliqué. Ce sera du côté de l'Estadio Metropolitano face à l'Atlético. Le Barça aura peut-être ses chances de gagner puisque l'Atlético sera certainement très très fatigué physiquement et mentalement par rapport à ce huitième de finale retour face au Real Madrid. Maintenant, on verra bien. Le principal, c'est de se concentrer sur nous et notre match face à Villarreal. On se retrouvera d'ailleurs pour cette confrontation entre le Real et Villarreal dans une vidéo d'avant-match. Je la posterai du coup dans les prochaines heures, donc certainement jeudi soir ou vendredi dans la journée. On se retrouvera pour ce débrief d'avant-match. Et bien voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. À la Madrid!